Et en ce jour de fin de COP28, on revient sur cette thématique environnement à travers cette BD qui s'appelle La Brute et le Divin. Bonjour Léonard Cheminot. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette bande dessinée, La Brute et le Divin. Mais si je vous dis d'une manière générale que cette BD pourrait aussi s'appeler Le cynique et la naïve, est-ce que ça vous semble cohérent ? Tout à fait, oui. C'est un titre en fait qui a plusieurs correspondances en fonction du niveau de l'histoire. C'est aussi l'idée de la brute, qui en fait c'est l'histoire donc d'Eva qui part sur une petite île en plein milieu du Pacifique Sud. Elle a une idée de son île, de l'île dans laquelle elle va arriver, une idée comme un paradis un petit peu. Donc c'est le côté divin, et elle arrive là-dedans comme une brute, voilà. Donc elle se détache du côté divin de son île. Voilà, c'est un titre qui a plusieurs correspondances. Plusieurs tiroirs, voilà, un titre à tiroir qui normalement fonctionne à différents niveaux de lecture de l'histoire. Oui, vous avez un petit peu raconté l'histoire, jeune femme qui quitte son emploi bien payé à Paris pour s'installer sur une île déserte dans l'océan Pacifique. Elle va aussi explorer sa conscience écologique. C'est une fable post-Covid. En quoi est-ce important de rappeler que c'est une fable post-Covid ? En fait, c'est une fable qui touche beaucoup de gens, je pense, parce qu'en fait, c'est quelque chose avec le rapport à la nature. En fait, quand on vit en ville, qu'on a des vies très intenses, très chargées, très remplies, en fait, on a tous une envie de retour à la nature, d'aller cultiver un potager, d'aller élever des poules. Après, on le fait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de ça. Et le Covid, en fait, a décuplé cette envie, je pense, chez beaucoup de gens. Ils se sont dit, en sortant des confinements, en fait, il faut redonner un sens à notre vie, faire quelque chose qui soit plus en lien avec ce qu'on pense réellement. Et voilà. Et donc, du coup, Eva, cette jeune femme, a un boulot d'ingénieur dans les domaines de l'éco-conception. Donc, comment concevoir des produits qui soient écologiques, en fait. Et elle décide de... Très théorique. Voilà, c'est ça. Très peu en lien avec la nature. Et du coup, elle décide de tout plaquer pour mettre en pratique, en fait, la théorie qu'elle connaît depuis de nombreuses années et essayer, sur un petit espace perdu au milieu de nulle part, de vivre en autarcie et de mettre en pratique, en fait, ces principes du développement durable. Alors, le rapport à la nature, vous l'avez dit, mais là, on découvre que c'est une force de la nature. Elle est volontaire, elle est construite toute seule. Qu'est-ce que vous avez voulu vous montrer dans cette euphorie qui la caractérise ? Ce que j'ai voulu montrer, c'est plusieurs choses, en fait. C'est déjà que d'une, en fait, c'est difficile, en fait, de vivre tout seul face à la nature, en fait. Et ce dont on se rend peu compte, en fait, c'est qu'on a besoin les uns des autres. On fait communauté avec les autres hommes. Et en fait, on peut difficilement vivre tout seul en autarcie complètement. C'est assez difficile. Et en plus de ça, ce que j'ai essayé de montrer, donc c'est un lien aussi avec le titre, c'est que on n'est pas en dehors de la nature, en fait. Pour pouvoir vivre comme Eva l'entend, donc en accord avec la nature, il faut prendre conscience qu'on fait partie de cette nature et vivre en parfaite autarcie avec elle. Parfaite autonomie, plutôt, avec elle. Tout se passe bien, plutôt bien dans la vie de cette Robinson Crusoe, Eva, jusqu'à ce qu'elle soit perturbée par 2 épisodes qui sont pratiquement concomitants, sa blessure à la main, et l'apparition au large d'une équipe maritime qui va d'ailleurs lui sauver la vie. Et là, on va voir apparaître ce sentiment humain assez courant, celui d'être redevable. Sans trop en dévoiler, est-ce que ce sentiment la rend un peu naïve, même temporairement ? Ça la rend naïve, ouais. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle est coincée sur son îlot. Donc, elle s'est blessée à la main. Elle a besoin que quelqu'un l'aide, en fait. C'est ça que l'histoire aboutit à ça, en fait. Donc, ces personnes qui viennent ne savent pas qu'elle est à la base, qu'elle est là. Donc, il se trouve qu'ils la trouvent blessée, ils l'aident et ils se mettent à menacer, en fait, son îlot. Voilà, ils sont à la recherche pour dévoiler un petit peu l'histoire. Oui. Ils se mettent à rechercher, en fait, des minerais rares qui servent pour la production des technologies vertes. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite, en fait. Au début, il lui présente la chose de manière, en fait, c'est quelque chose qui va être exploratoire. On va pas faire une exploitation réellement. On va d'abord juste voir si c'est possible ou pas, voir si c'est viable et tout ça. Et donc, du coup, elle paraît un peu naïve. En fait, elle écoute ce qu'on lui dit. Elle croit au début ce qu'on lui dit. Et plus l'histoire va avancer, plus elle va se rendre compte que plus elle va perdre effectivement sa naïveté. Oui, tout à fait. Elle va se ressaisir face à ce discours qui est un peu rodé. Quand on lui parle par exemple de véhicules propres pour sauver la planète, elle dit que non, que ce ne sont des endroits privilégiés qui sont sauvés et pas la planète. Le bien-être des pays développés se fait au détriment des îles comme celle où elle vit. C'est ce qu'elle raconte. Tout à fait. Bah, c'est un petit lien avec le journal qu'on vient de voir, avec la COP28 et les États insulaires qui, avec la montée des eaux, vont finir par être submergés. Et en fait, dans la bande dessinée, moi j'ai voulu l'écrire en fait avec 2 visions de l'écologie qu'on a aujourd'hui et qui est mise en scène en permanence dans notre société. C'est d'un côté, on a les technologies vertes, on va continuer la croissance
tel qu'on l'a toujours connu, ce qui est assez impossible, ce qui est même parfaitement impossible dans une planète avec des ressources finies. Et l'autre vision de l'écologie, c'est la vision de la sobriété, en fait. C'est la vision de la décroissance, c'est la vision de... On a conscience du fait que notre Terre a des ressources finies et on en tient compte en fait. Et l'île d'ailleurs qui n'existe pas dans la réalité, l'île dans laquelle Eva arrive, symboliquement en fait, elle fait 1,7 hectares et ce 1,7 hectares, ça correspond à la biocapacité de chaque être humain sur la Terre en fait. C'est-à-dire que pour qu'on puisse vivre de façon parfaitement durable, tout le monde sur la Terre, il faudrait qu'on ait une empreinte carbone, enfin une empreinte écologique sur la Terre de 1,7 hectares. Aujourd'hui, on est, suivant les pays, entre 2, en France par exemple, on est entre 2 ou 3 hectares par personne, donc c'est beaucoup trop. D'accord. Très bien. Et voilà, il faudrait que ce soit 1,7. Il faudra donc effectivement voir cette bande dessinée qui est passionnante, effectivement. Léonard Cheminot, auteur de cette bande dessinée La Brute et le Divin, paru en France aux éditions Rue de Sèvres. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.